Mes téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Justice et démocratie qui parle aujourd'hui de la problématique de la lutte contre les violences basées sur le genre en République de Guinée, un fléau qui de plus en plus justement prend de l'ampleur dans notre pays, la République de Guinée. On parle de viol, de harcèlement, d'abandon de famille, mais aussi justement de coups et blessures, justement autant de vices de société qui affectent la femme dans son évolution. Et la préfecture de Farana ravirait la vedette avec 45%, suivi de la préfecture de Kankan, des préfectures de Kankan, Zérékoré et de Kindia, de quoi interpeller justement les tenants de la loi dans notre pays, la République de Guinée. Sur le terrain, on pense que les poursuites sont timides et pour en parler justement, je reçois ici même au plateau de la télévision nationale des spécialistes venus justement de disciplines diverses. Il s'agit justement à ma gauche de M. Malal Diallo, il est conseiller technique du projet HSD Piego. Avec lui, M. Abakar Sidikinabe vient des affaires religieuses. Justement, il est point focal parlant justement de cette question de violence basée sur le genre. Également dans cette émission Justice et démocratie, Madame Sissé Moussé Bangoura, elle est justement chargée du droit reproductif au ministère de l'Action sociale. De même que M. Souleymane Kamara, il est point focal de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Donc, 4 invités de taille pour une émission Justice et démocratie. Et amis téléspectateurs, vous êtes les bienvenus. Alors, je vais commencer par M. Malal Diallo. Vous êtes justement le conseiller technique du projet HSD. Aujourd'hui, il y a fondamentalement que vous intéressez à cette question de préoccupation nationale qui se trouve être les violences basées sur le genre. Alors, est-ce qu'il y a une problématique sur le terrain, M. Diallo? Merci beaucoup de nous avoir invités sur ce plateau technique de la RTG. Je puis vous dire que la problématique, elle est là. C'est évident que les violences existent. Les chiffres en donnent les preuves. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites sur le plan de violences basées sur le genre en Guinée, dont une récemment en 2016 et l'une qui a marqué le pays, celle qui a été réalisée en 2009 en Guinée, où on avait retrouvé que presque plus de 50% des foyers subissent les violences, soit les violences conjugales, soit les violences en famille, soit les violences, si on les classe par les formes, on va dire qu'il y a les violences de type physique, donc il y a les formes physiques, il y a les violences sexuelles dans lesquelles vraiment qui sont prédominantes dans notre société, les violences psychologiques, aussi, parce que dans beaucoup de familles, on retrouve ces violences, et aussi les violences économiques. Donc, ces 4 formes de violence se subdivisent aussi dans les familles, et c'est ce qu'on entend partout dans la société. C'est les types. Les types, c'est généralement, on va dire, c'est les coups et blessures, comme vous venez de l'annoncer. Les coups et blessures, c'est plus fréquent, ça peut survenir en milieu familial comme ailleurs, à n'importe quel milieu et à n'importe quelle occasion. Donc il faut dire que notre projet, le projet HSD, qui est venu remplacer notre projet, le programme de lutte contre la mortalité maternelle et infantile, a pris le problème de violence à bras le corps et a appuyé le ministère de l'Action sociale pour élaborer un plan de lutte dans le cadre de les violences que nous vivons dans notre pays. Donc vous appuyez le gouvernement justement dans cette bataille portant sur les violences faites aux femmes, ou alors sur le genre fondamentalement hommes et femmes. Est-ce que vous pouvez nous dire au niveau, n'est-ce pas, du projet HSD, c'est quoi, n'est-ce pas, les violences basées sur le genre? Comment est-ce que vous les percevez? Comment est-ce que vous les campez? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des perceptions un peu différentes sur la question, suivant qu'on soit religieux, parfois technicien. J'ai suivi cela sur le terrain. Vous, comment est-ce que vous percevez cette violence? Les violences frappent tout le monde. Les violences frappent tout le monde. Et c'est tout acte préjudiciable exercé contre une personne sans son consentement ou sans sa volonté. C'est ça une violence, n'importe quoi. D'accord. Donc cela veut dire que cette violence dont vous faites état, n'est-ce pas, elle peut porter sur l'homme tout comme sur la femme. Exactement. Et tout à l'heure, vous avez insisté sur, n'est-ce pas, les violences faites aux femmes. Et c'est comme si les hommes sont indemnes par rapport à la question. Qu'en pensez-vous au niveau du projet HSD? Les violences sont partagées. Les violences attribuées aux femmes représentent un plus grand nombre de pourcentages que les violences attribuées à l'homme.
Mais nous sommes dans une société libérale d'abord, mais encore dans une société islamisée pour la plupart. Donc beaucoup plus de tort est apporté à la femme. Sans qu'on se rende compte. Est-ce que ce n'est pas un déterminisme? C'est pour ça, de ce côté, il y a beaucoup plus, la fréquence est beaucoup plus élevée chez la femme que chez l'homme. Et imaginez-vous aussi que la femme est plus fragile que l'homme. La nature fait ainsi, et donc la femme pratiquement subit le plus de tribus par rapport aux faits de la société. Voilà, justement, le ministère de l'Action sociale bénéficie de l'assistance de ce projet, n'est-ce pas, pour lutter contre les violences basées sur le genre. Concrètement, sur le terrain, comment est-ce que vous comportez? Quel est votre constat sur le terrain, madame, au niveau du ministère de l'Action sociale? Merci beaucoup, M. Diallo. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, avec l'appui de l'UNFPA, a élaboré pour la première fois en Guinée une enquête nationale sur les violences basées sur le genre. Quel est le résultat? Qu'est-ce que cette enquête dit? Cette enquête dit que les violences sont beaucoup plus exercées. Les femmes subissent beaucoup plus les violences que les hommes. Parce qu'elles sont plus fortes ou quoi? Non, c'est parce qu'il y a la société qui attribue à l'homme la supériorité sur la femme. Donc, par rapport à cette enquête, nous avons eu à faire une typologie des violences. Et selon le bureau régional de l'UNFPA, on a classé les violences en 6 types. Il y a le viol, il y a l'agression sexuelle, il y a le harcèlement sexuel, il y a le mariage forcé et précoce, il y a le déni de ressources et enfin, il y a les violences psychologiques. Donc avec cette enquête, c'est les 3 types qu'on a eu à connaître parce que l'objectif c'était de connaître l'ampleur, la typologie, les causes et les conséquences, ainsi que les auteurs. D'accord, vous avez fait le constat sur le terrain. On va voir tout à l'heure comment le gouvernement s'y est comporté par rapport justement à ce fléau qui de plus en plus prend de l'ampleur. Il y a justement que M. Camara aussi a travaillé sur la question. Quel est votre constat sur le terrain par rapport à cette question de préoccupation? Je voudrais parler des mutilations génitales féminines, d'accord. Qui est, disons, une violence, si vous voulez bien, tue. Ok, une violence, si vous voulez bien, dans nos communautés, dans nos mœurs, tolérée. Ok, la problématique est tellement importante. Je ne pense pas que cela soit toléré parce qu'il y a une loi fondamentalement, la loi sur la santé de la reproduction, dans nos mœurs, qui insiste ici fondamentalement. Bien sûr, parce que si vous voulez bien, aujourd'hui on pratique l'excision. Il faut le dire par... de façon indue. Voilà, c'est ça. Quand je parle de en violation justement des droits... Justement, les téléspectateurs qu'on fait, beaucoup de gens doivent comprendre... Donc vous êtes sur le droit coutumier, si je comprends. La perception coutumière, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, et voilà, c'est une perception coutumière parce que, en fait, ceux qui pratiquent l'excision pensent que en mutilant la petite fille, on ne lui fait pas du mal. C'est ça. C'est une coutume qui est née dans la nuit des temps, et bien, que les gens ont connu, effectivement, qui a été, si vous voulez bien, léguée de génération en génération. Donc on pense qu'on ne fait pas du mal. Non. Alors que les statistiques aujourd'hui disponibles placent la Guinée au 2e rang mondial. Toujours c'est la Somalie, un pays pratiquement sorti de nulle part, des affres de la guerre, qui nous dévance, qui a 18%, alors que nous avons, disons aujourd'hui, on a 97% de prévalence mutilation génitale féminine. 97%, ça c'est suivant l'enquête de 2012. Mais en 2016, il y a eu une petite enquête mixte, pour voir un peu qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et cette enquête mixte de 2016 nous indique une prévalence, une régression de 0,2. C'est-à-dire de 97, on a régressé de 96. En fait, c'est le statu quo. Voilà, justement. Oui. Donc ça veut dire, en termes statistiques, il n'y a pas eu assez d'efforts. Mais j'avoue qu'il ne faut pas se tromper parce que
Alors il y a eu il y a eu beaucoup d'efforts. Hein. Mais peut-être que les stratégies n'ont pas porté. Parce que si on réalise une enquête, on va prendre, si vous voulez bien, toutes les femmes qui ont subi la pratique de l'excision. Toutes les femmes systématiquement, y compris celles qui ont connu la pratique il y a des années. OK? Et donc ça veut dire qu'on a du mal à évaluer un peu les résultats d'une enquête qui prend en compte systématiquement l'ensemble des femmes. Il faut prendre la tranche d'âge. Non, ce sont des échantillons. Voilà, la tranche d'âge de 0 à 14 ans. Oui. Alors, si vous prenez cette tranche d'âge, vous verrez qu'il y a eu énormément de progression. OK. C'est vrai, les actions qui ont été menées par le ministère et ses partenaires. OK. J'avoue, on a un programme conjoint aujourd'hui. Et sur la base de ce programme conjoint, nous avons une vision stratégique. C'était la première des choses qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, avant 2008 et avant l'implantation de ce programme conjoint, alors les partenaires, chacun évoluait, si vous voulez bien, de façon isolée. Il n'y avait pas de coordination, il n'y avait pas de vision commune. D'accord, on viendra sur le terrain opérationnel. On est en train de faire le constat dans un premier temps. Okay, donc le constat manifeste justement ces violences sur le terrain et votre perception là-dessus. Vous avez parlé des mutilations génitales féminines. À vous entendre parler, c'est comme s'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées sur la question. Non, au contraire. Au contraire, et aujourd'hui, j'espère, vous avez entendu parler, en tout cas, du dépôt des couteaux. Pas de dépôt, on va dire de déclaration publique d'abandon, okay? Parce que le ministère de l'Action sociale et ses partenaires, OK, et justement, on développe. Moi, j'ai pensé qu'on était très avancé au point que la Guinée occupe aujourd'hui la présidence exécutive fondamentalement avec du CIAF. J'ai comme l'impression, Dr Maurice Sanda. Interafricain. Oui, voilà, avec Dr Maurice Sanda. Oui. Oui, bien sûr. Okay, ça, c'est un comité. Oui, bien sûr. Oui. Mais tout à l'honneur de la Guinée. Oui, c'est un honneur pour la Guinée, bien sûr. Mais les coutumes ont l'habitude, c'est vrai. Okay. Donc, vous voulez dire qu'il y a des survivances. C'est ce que je dis. Oui, d'accord. C'est vrai. Il ne faut pas trop que cette statistique, cette prévalence nous effraie. C'est ce que je dis. En amont, il y a eu beaucoup de choses. Okay. Aujourd'hui, on est en train d'intégrer d'abord la pratique, la dimension MGF est intégrée dans le cursus scolaire des écoles de santé. Oui, les écoles de santé, parce qu'on a compris, suivant les enquêtes, que parmi les pratiquants, les agents de santé représentent 30%. Mais à vrai dire, dans les faits, ils sont beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans les centres urbains ou dans les... Vous avez voulu aller sur le terrain des pratiquants. Ou en milieu rural, pratiquement, soit on envoie la jeune fille, si ce n'est pas dans un centre de santé, ou alors on appelle un agent de santé pour l'excision. D'accord. Monsieur Diallo, je reviens à vous par rapport justement à sa perception. Est-ce que c'est le même constat qu'au niveau du projet HSD vous avez eu à faire HSD concernant justement la survivance des mutilations qui se trouvent être aujourd'hui considérées comme une véritable violence, n'est-ce pas, portée sur la femme? Tout à fait. Les mutilations génitales, c'est vraiment une partie des violences basées sur le genre. Lorsqu'on veut aborder cette problématique, il faut la prendre tout entier. Il faut dire que les sociétés dans lesquelles nous vivons ont leur habitude et leurs coutumes. Mais le processus aussi qui est mis en place aujourd'hui est en train de se battre progressivement pour arrêter cette pratique néfaste. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à parler, tous les partenaires, OACD et d'autres, UNEPI et tout le monde, qui se battent aujourd'hui pour arrêter cette pratique, la pratique de mutilation génitale dans le volet violence basée sur le genre. En tout cas, je sais que le gouvernement a fait des efforts dans ce sens, parce qu'il y a une loi sur la santé de la reproduction dont on ne parle pas souvent. Il y a des textes réglementaires, des textes juridiques, judiciaires, comme ça, et puis qui réglementent ça, et il y a même des sanctions
est prévu à l'égard de ceux qui pratiquent cette excision. D'accord, vous avez insisté sur la persistance de la coutume, n'est-ce pas, et ses incidences sur le comportement, par exemple, des exciseuses. Nous avons ici un représentant justement le point focal des affaires religieuses. Comment est-ce que la religion perçoit justement ces différentes violences, n'est-ce pas, faites aux femmes fondamentalement, Monsieur Sidiki? Vu la recrudescence des viols, c'est-à-dire les composantes des violences basées sur le genre, surtout le volet mutilation génitale féminine, mariage précoce, le secrétariat étant chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine religieux a pris à bras le corps depuis fort longtemps. Mais à partir de 2014, avec l'apparition d'Ebola, que les religieux se sont beaucoup intéressés parce que nous avons eu à mener des activités de prévention des mutilations génitales féminines en période d'épidémie d'Ebola. La religion, ou toutes les religions, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, aucune religion n'admet la violence basée sur le genre. Mais comme spécifiquement, lorsqu'on nous parle... On ne frappe pas l'homme, on ne frappe pas la femme. On ne frappe pas la femme. Donc il n'y a pas de violence. Violence, c'est le respect mutuel. Toutes les religions recommandent. Pourquoi? Parce que dès que nous parlons des violences basées sur le genre, immédiatement, dans la conception de nous autres Guinéens, c'est la violence basée sur la femme. C'est pour ça que nous voyons sans occulter qu'il y a beaucoup de femmes, entre parenthèses, qui violentent les hommes en coulisses. Et même psychologiquement. Et même psychologiquement. Qui sont maltraités. Lorsque surtout vous n'avez pas de dépenses. D'autres finissent par... Voilà, et si lorsque votre coefficient économique n'est pas comme ça... Elle vous abandonne. Elle vous abandonne, et ça, c'est une torture morale. Mais compte tenu du rôle de la femme dans l'islam et ce qu'elle représente pour l'humanité, parce que c'est nos mères, c'est nos sœurs, de toutes les façons, c'est elles qui développent la société. Donc la religion, dans tous les hadiths, et même dans le Saint-Coran, la femme doit être respectée, bien guidée et bien orientée. La femme. La femme. Et l'homme. L'homme également, le respect doit être réciproque. Mais comme nous voyons une suprématie, parce que même la division, lorsqu'il y a l'héritage qu'elle a en islam, la part de l'homme est plus grande que la part, est supérieure à la part de l'homme. Donc c'est pourquoi il y a cette idée, c'est-à-dire l'égalité, ce n'est pas au niveau des sexes, parce que Dieu a créé Adam et Ève, ça c'est des personnes différentes, mais sur le plan spirituel, lorsqu'une femme adore bien Dieu et l'homme qui n'adore pas, ils n'ont pas le même poids. Parce que oui, mais M. Sidiki, vous avez dit, en fait, les religieux disent fondamentalement que la femme doit être soumise et qu'elle n'est pas l'égale de l'homme. Je ne sais pas, par rapport justement au sujet que vous défendez comme ça, quelle est l'interprétation concrète sur le... Non, l'homme n'est pas égal à l'homme sur le plan spirituel, parce que nous n'allons pas rentrer en profondeur des hadiths et autres là, mais même pour diriger la prière, la femme ne passe pas devant, c'est l'homme qui passe devant et qui fait prier la femme. Parce que le but de la communication, c'est la compréhension. Donc, sur ce plan, la supériorité de l'homme ne veut pas dire que la femme doit être sujet à vie et à mort de l'homme. Donc, la religion recommande à ce que la femme ne soit pas maltraitée et vice-versa. Et le secrétariat a pris à bras le corps le phénomène. Parce que dès que nous parlons des violences basées sur le genre actuellement, nous parlons de viols, de mutilation. Tout récemment, nous avons d'abandon de famille, d'abandon de famille, mariage précoce. Nous avons fait des registres. De coups et blessures aussi. Oui, des coups et blessures. Et même en islam, le fait même de frapper une femme, il faut prendre son foulard et la chicoter avec le foulard et ça ne peut pas blesser. Donc, mais ceux qui se lèvent maintenant pour battre du non, c'est ma femme, et souvent relève de la coutume et autres là qui est venu se greffer à la religion. Mais je pense aujourd'hui, la problématique de la question de violence basée sur le genre est prise en compte dans nos projets. D'accord. Alors, M. Diallo, justement par rapport à cette question, vous avez tout à l'heure fait une classification, une sorte de typologie. Vous avez parlé, n'est-ce pas, de violence psychologique. Tout à fait. Vous avez parlé de violence économique. Tout à fait. Etc. Est-ce que vous pouvez maintenant un peu détailler pour nos téléspectateurs la spécificité de chaque cas, c'est-à-dire la violence psychologique, comment est-ce qu'elle se manifeste, comment est-ce qu'elle se perçoit sur le terrain, à travers justement votre projet HSD. On se complète ici, il vient d'aborder la question.
la question de violence, je vais commencer par la forme de violence psychologique qui afflige l'homme ou la femme, très spécifiquement la femme, qui l'afflige parce que cette femme, elle est à la maison et elle peut être injuriée à la maison, c'est une violence. Elle peut être dénigrée à la maison, c'est une violence. Elle peut subir une stigmatisation, c'est une violence. Elle peut subir des actes de dénigrement, c'est encore une violence. Donc, tout ce qui rentre dans ce cadre-là, c'est le cadre de violence psychologique. Tout ce qui affecte le mental. Tout ce qui affecte le mental ou émotionnel. C'est ou psychologique ou émotionnel. Et ça, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup et la plupart du temps, on n'en parle pas. Les gens ne disent pas parce que souvent tu es insulté dans la famille, surtout dans le conjugal. Hein. Je suis actuellement avec les violences conjugales qui sont assez importantes quand même et qui représentent un moral, frappent le moral de la femme. Je pense que c'est une sorte de violence que tout le monde subit. Et qu'il faut vraiment, dans les mesures qu'on va prendre, qu'il faut y prêter attention. L'autre, c'est la violence économique. Souvent, les gens, pour sanctionner ou pour punir leur femme ou leur copain, ils leur empêchent d'avoir la dépense de la journée. Ils leur font une dépendance économique, dépendance financière. Tu n'as même pas le transport pour aller, tu n'as pas ceci pour aller. Certains même privent leurs propres enfants, justement, de leur pension, de leurs dépenses. Exactement. Parce que tout simplement, ils veulent maltraiter psychologiquement leur épouse. Exactement. Donc, il y a ça, ce truc économique, parce que quand l'homme a une supériorité sur le plan des ressources, il peut utiliser les ressources pour punir les enfants ou pour punir la femme, comme on vient de le dire. Maintenant, il y a la violence physique, c'est les coups, c'est les blessures, c'est les bagarres, c'est au quotidien. Les violences et les voies de fait. Vraiment, c'est les voies de fait. Les gifs, exactement, les coups de pied. Madame Cissé doit quand même avoir une expérience sur la question, parce que vous occupez justement du droit reproductif. Est-ce que justement cette question aussi est une préoccupation au niveau du ministère de l'Action sociale? Effectivement, cet aspect aussi est une préoccupation du ministère. Parce que dans le droit reproductif, vous avez là la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Vous avez également la lutte contre les mutilations génitales féminines. Vous avez aussi la lutte contre les avortements. Et les violences basées sur le genre. Dans le cadre de mon département, avec l'appui de l'UNFPA, nous avons pu mettre en place au niveau des structures sanitaires les centres de prise en charge des victimes de VBG. Et au niveau des structures, les brigades de gendarmerie et les commissariats, on a mis également en place les cellules de prise en charge des violences basées sur le genre. Il y a même l'OPROGEM qui est mis en place. Oui, voilà, j'en viens. Bon, l'OPROGEM aussi est là-bas dans le cadre de la prise en charge judiciaire des violences basées sur le genre. Il y a également la médecine légale. La médecine légale également reçoit les victimes des VBG. Donc, c'est tous ces phénomènes-là que... Vous voulez la compléter? Oui, c'est toutes ces structures-là. Mon département a eu à mettre en place en but de protéger les femmes, voilà, surtout les femmes. D'accord. Est-ce que justement cette approche touche... Oui, d'accord. Ça veut dire que ces centres dont elle parle sont aujourd'hui opérationnels. C'est vrai que ça ne couvre pas tout le pays, mais il y a déjà vraiment des centres très très dynamiques. Par exemple à Jean-Paul II, et je crois qu'il y en a aussi à Kamsar, en région à Labé. Ça existe et c'est des centres qui sont ouverts vraiment aux victimes qui ont été équipés justement avec la coopération de l'UNEPIE, qui est équipé matériellement et puis techniquement, et donc ils reçoivent, si vous voulez bien, des victimes
de tout genre. Victimes basées sur le genre, qui ce soit maintenant coups, viol, mutilation génitale féminine. Et j'avoue que aujourd'hui, le ministère est en train, parce que, vu la dimension de la problématique des violences basées sur le genre, est en train aussi de voir dans quelle mesure on peut davantage étendre ces structures de prise en charge, de conseils d'orientation au niveau de sur toute l'étendue du territoire national, mais également nous avons, sur la base de l'étude dont elle a parlé, sur les questions de violence basée sur le genre, aujourd'hui nous sommes en train d'élaborer une stratégie nationale, une stratégie nationale sur les violences basées sur le genre, et spécifiquement la question aussi des mariages précoces, parce que c'est une forme de violence aussi. Les mariages forcés aussi. Voilà, tout à fait. Mariage d'enfants, voilà, également. Donc il y a une stratégie aujourd'hui que nous sommes en train de développer. Voilà, avec l'appui, tout. Il y a d'ailleurs que dans la classification proposée par J.H. Piego, il y a la traite des personnes également. Vous en avez parlé. Et il y a la séquestration. Est-ce que ces pratiques aussi sont folles légion dans notre pays? Bien sûr, bien sûr. Dans notre pays, on rencontre toutes les formes de violence. Des études ont montré que toutes les formes sont rencontrées et sont subies par les femmes et les hommes. Et maintenant, la quatrième forme que j'allais aborder tout à l'heure, qui est la plus fréquente, c'est la violence sexuelle. C'est la plus fréquente. Dans les statistiques que nous avons pour l'année 2017, il y a 140 personnes qui ont osé dénoncer leur violence dans Conakry, 140 qui ont osé dénoncer leur violence, je dis bien qui ont osé dénoncer, et il y a parmi eux, il y a 54 qui ont été traduits à la clinique juridique, parce qu'il y a une clinique juridique qui a été mise en place par le ministère avec l'appui du projet ACSD. Et la clinique donc a pu étudier 54 cas, et dans les 54 cas, presque tous c'est des cas de violence sexuelle. Et donc, dans ces cas, 27 ont été traduits au tribunal pour jugement. Donc, ça veut dire que l'ampleur est grande, et on est allé presque de rien. On n'avait pas les chiffres avant. Quand on commençait, on n'avait pas les chiffres réels. On nous donnait un chiffre par-ci, par-là, un chiffre par-ci, mais il n'y avait pas un dispositif qui était là, qui permettait de collecter, d'enregistrer tout au cas par cas dans les structures. Justement, il y a quand même des comportements, des vices de comportement que j'appelle des vices émergents. C'est aujourd'hui le mariage gay, c'est aujourd'hui l'homosexualité. Est-ce que ces pratiques aussi sont nuisibles par rapport justement aux questions que nous sommes en train d'évoquer, notamment les violences sur le genre? Parce que j'ai comme l'impression qu'avec l'exode rural, la petite fille qui vient en ville ou le petit garçon, aujourd'hui, n'est-ce pas, sont vulnérables. Ça fait partie. Ça fait partie. Et il faut dire que ça rejoint les coutumes et les mœurs qu'il vient de dire. Et à partir d'un village, on peut envoyer une fille à quelqu'un en ville. On dit c'est ta femme. Et à partir d'un village, on peut dire à quelqu'un c'est elle qui va te marier. Donc tout ça, c'est des actes que nous subissons et qui ne sont pas normaux. Qui ne sont pas normaux. Donc je vous retrouve dans quelques 2 petites minutes. Merci. Alors donc je reviens à vous justement, il y a que nous parlons de violence basée sur le genre. Quels sont les facteurs qui favorisent aujourd'hui l'émergence, la résurgence fondamentalement, n'est-ce pas, de ces violences? Je veux dire que il y a plusieurs facteurs qui influencent positivement la survenue de violences. Positivement. D'accord. Il y a d'abord les facteurs sociaux, mon origine, ce que je suis, mon environnement. Tout ça, c'est des facteurs, mon niveau de vie, c'est des facteurs qui influencent beaucoup les violences. Et les autres facteurs, il y a les facteurs socio-économiques également, économiques. Donc le fait d'être dans un chômage, par exemple, le fait de n'avoir pas de travail, de n'avoir pas une source de revenus, peut inciter la personne à la délinquance. La délinquance, et vous connaissez bien que dans les études, ils ont rapporté que presque 80% à 90% des cas, la personne était droguée. Donc, et c'est ça, c'est parce qu'il est dans une situation telle qu'il n'y a pas une occupation qu'il peut faire
pour lui permettre de se passer de ces choses mauvaises qu'il va faire dans les quartiers ou dans les cabarets, dans les nightclubs et autres. Et ils vont aller et puis ils vont provoquer des histoires parce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire. Donc en fait, je pense qu'il faut aller vers la création de l'emploi des jeunes. Donc il faut rehausser le niveau, il faut rehausser le niveau de vie. Il faut rehausser le niveau des femmes. Il y a aussi lutter contre la pauvreté. Tout à fait. La pauvreté. Et les autres facteurs aussi, c'est vraiment des facteurs qu'on a dit là, les coutumes, les mœurs, qui pèsent très lourd. Ça a un lourd tribut sur ce que nous sommes aujourd'hui. Je sais que je vais me faire taper tout à l'heure par les religieux, parce qu'il y a quand même un vice de société dont vous n'avez pas fait beaucoup état, c'est la polygamie. Oui. Je pense que vous avez parlé justement des violences psychologiques. Tout à fait. Vous imaginez dans nos sociétés un monsieur qui a une femme, 2 femmes, 3 femmes et parfois 4 femmes dans la même maison. Oui, c'est-à-dire que ce qu'il empêche, il interdit. Et parfois même, vous avez dit, violente son épouse parce que tout simplement elle a regardé à gauche. Mais lui, il se le permet, n'est-ce pas, dans les mêmes lieux avec tous ceux. Vous n'avez pas insisté sur cette question de violence basée sur violence psychologique. Elle peut se situer à 2 endroits. Elle peut se situer sur les formes de violence psychologique ou émotionnelle. Elle peut se situer sur la forme de violence sexuelle. La forme de violence sexuelle. Et c'est connu, hein, tout le monde le sait. Ça se fait, mais c'est mauvais de le faire. La polygamie n'est pas une bonne chose, pour beaucoup de raisons. La première raison, ça déséquilibre totalement le foyer. Sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan économique, vraiment, tu es complètement surtout sur le plan psychologique, c'est-à-dire que vous avez 2 épouses, l'autre vous voit partir contre son gré avec l'autre et elle accepte. Je ne sais pas, elle accepte malgré. Sidiki, comment est-ce que la religion justement règle cette question? Bon, c'est dit, la religion recommande à l'homme de se marier à une femme. Et si cette femme-là, vous n'êtes pas à mesure, et si vous pensez qu'elle ne sera pas à mesure de vous satisfaire, d'épouser 2. Non, la religion a dit si vous pouvez être juste, si vous avez les moyens. J'en viens. Oui, d'accord. Si vous pouvez être juste entre elles. Donc, et si vous avez les moyens. Également, parce qu'il faut avoir les moyens, parce qu'il y a des obligations que l'homme doit vis-à-vis des femmes. Donc il n'est pas interdit d'épouser 4 femmes. Mais ce qui est primordial, et ce que Dieu a dit, c'est que si vous pouvez être juste, et les moyens suivent, c'est d'abord la justice. Et nous savons, en termes de sentiments, on ne peut pas avoir le même sentiment pour l'une et l'autre, pour 4 femmes. Ça, c'est la nature humaine. Donc ça veut dire que c'est interdit alors? Non, c'est là que c'est interdit. Mais si vous ne pouvez pas... Dieu a déjà dit, si je vous dis tout à l'heure, Monsieur Sidiki, si je vous dis tout à l'heure que vous allez passer votre examen, mais le prix à payer, c'est de m'envoyer du lait de poule. Vous allez l'envoyer? Non. Ça, c'est des choses impossibles. Voilà, donc, et si vous-même vous dites qu'on ne peut pas être juste? Il est très difficile d'être juste, mais Dieu a dit, c'est à l'homme de voir. Si toi-même réellement tu peux être juste, mais la condition humaine est telle que c'est pas facile d'être juste envers elle, surtout le sentiment. Parce que tu ne peux pas avoir le même sentiment envers 4 femmes. Donc le degré ne sera pas le même. Mais comme Dieu connaît parfaitement les hommes, c'est pourquoi il a dit d'épouser une femme. Et si vous pensez que vous pouvez être juste entre elles, vous pouvez prendre 2, 3 et 4. Mais comme ce qu'il a dit, avant nos parents pouvaient se permettre de prendre 4 femmes. Donc c'était au village, il y avait plein de cases. Mais avec la sociologie des grandes agglomérations aujourd'hui, même si vous avez la volonté de prendre 4 femmes, les moyens surtout ne peuvent pas te permettre. Mais cette polygamie-là a des avantages parce qu'il est dit, le prophète Paix a dit, d'augmenter ses disciples, ses coreligionnaires. Donc c'est important dans ça, mais avec le niveau de vie et notre agglomération aujourd'hui, ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de méfaits aussi. Donc les méfaits, entre autres, il y a souvent des gens qui se font du mal entre
qui font du mal aux enfants. Les rivalités, des animosités. Donc le père de famille, même à un certain moment, n'aura pas longue vie parce qu'il n'aura pas la paix. Parce que chacune d'elles veut se faire plaire. Chacune d'elles veut être la principale actrice de la maison. Psychologique. Et même les problèmes d'héritage. Oui, effectivement. Même les problèmes d'héritage. Oui, il devient une source de conflit, d'adversité. Donc ça ne donne pas au jour d'aujourd'hui parce que le monde est synonyme de changement. Si avant on pouvait le faire, mais ce qui est important que je ne vais pas nier, ce n'est pas interdit dans la religion. Mais avec les faits, parce qu'il y a le droit, il y a les faits, au jour d'aujourd'hui, la polygamie a beaucoup plus de conséquences au niveau des familles. Donc il y a les principes, il y a la réalité. C'est à ce titre justement qu'on l'a interdit en Guinée. Mais malheureusement, cette interdiction n'a jamais été respectée. Et aujourd'hui, les femmes se sont battues, puisque sinon, dans le code civil, la polygamie, elle est interdite. Depuis 1968. Oui, bien sûr. Mais jamais. Personne n'a respecté ce texte. Si vous portez plainte devant le juge est polygame. Y compris le juge même. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement le juge. Okay. Mais ce n'est pas le thème. Bon, bien que la polygamie peut avoir des effets plus ou moins qui entraînent les conséquences sur le VBG. Moi, je voulais revenir un peu sur les facteurs par rapport au VBG. Les facteurs qui font que ça persiste encore. Si je prends l'exemple un peu du mariage d'enfants, il y a une étude, disons, qui a été faite là-dessus, le mariage précoce. Alors, on a remarqué quand même que les enfants, surtout en milieu rural, les jeunes filles, parce que c'est d'elles il s'agit, abandonnent beaucoup plus et en fait sont mariées, envoyés en mariage très tôt et donc de ce fait abandonnent l'école. Je pense que si on développe, donc c'est un facteur, justement. Si on développe beaucoup, je sais qu'aujourd'hui, il y a le ministère de l'enseignement préuniversitaire avec les partenaires, en tout cas, qui font beaucoup de choses, mais une des stratégies, c'est vraiment de mettre beaucoup de paquets pour que les jeunes filles... On reviendra tout à l'heure sur la stratégie. Là, oui, bien sûr. Non seulement l'enseignement, l'obligation de l'enseignement, normalement, il est obligatoire, mais il faut encore le rendre effectif et asseoir le maintien des jeunes filles à l'école. Ça peut nous épargner un peu de... Voilà, beaucoup plus... des ennuis. Sur la question de mutilation génitale. Oui, d'accord. Alors, pourquoi, justement, il y a la persistance? On a commandité une étude pour savoir pourquoi, malgré des efforts ici et là, encore, il y a la persistance. Et quand on a interrogé vraiment les parents, les communautés, la première raison qui est arrivée, c'est que c'est la pression sociale. Si je ne le fais pas, puisque les autres font, je ne le fais pas, eh bien, je me verrai exposé, c'est ça. Donc, le désir de conformité sociale, c'est une norme sociale, comme on le dit, c'est une coutume, tout. Et donc, pour adresser un peu le phénomène, nous sommes en train aujourd'hui de développer, en tout cas, des programmes d'habilitation communautaire. Et ça veut dire qu'on ne va pas parachuter au niveau des communautés des programmes non connus, etc. Non, ils sont au cœur, les communautés, au cœur du programme, et c'est de leur propre volonté que ces communautés... Donc, on a ça maintenant, les méfaits après une période... Des approches participatives. Voilà, justement, tout à fait. Des approches participatives. Nous sommes d'accord maintenant qu'il y a une problématique parce qu'on a fait la pointure. Alors, comment est-ce qu'au cas par cas, n'est-ce pas, chacun dans son domaine, vous vous organisez pour essayer de lutter, donc de parer au plus pressé? Je vais justement, par rapport à cette question, interpeller le projet HSD. Fondamentalement, quelles sont les stratégies aujourd'hui que vous mettez en place pour essayer, n'est-ce pas, de limiter les dégâts par rapport à cette question de préoccupation qui se trouve être les violences basées sur le genre? Nous avons travaillé avec le ministère de l'Action sociale dans 3 volets. On a mis en place un dispositif dans 3 volets. Le premier volet, c'est tout ce qui concerne la santé communautaire. Au niveau de Conakry, nous avons mis en place des éducateurs communautaires. Il y a à Conakry 125 agents communautaires qui circulent dans Conakry, dans les quartiers, pour faire les messages de case en case, de maison à maison, pour essayer de sensibiliser en faveur des violences.
ils sont actifs. Et ça, c'est au niveau de Conakry. Je vais rappeler d'abord que nous avons commencé en 2014 ce projet-là et que de là jusqu'à maintenant, c'est sur le plan communautaire, c'est les 125 là. Et ensuite, au niveau de chaque commune, et on a mis en place des comités communaux de lutte contre les violences basées sur le genre dans chaque commune, sur les 5 communes de Conakry. Et ces comités aussi sont aujourd'hui fonctionnels et c'est eux qui couvrent et supervisent les agents de santé communautaire. Mais toujours au niveau communautaire, la spécificité, c'est la mise en place avec l'appui d'une ONG locale, même Droit pour tous, et à mettre en place une clinique de juristes. Donc 10 juristes ont été recrutés, ont été formés pour aider les comités communaux à la prise en charge des cas qui vont être dénoncés à leur niveau. Parce que les comités communaux et les éducateurs à eux seuls ne peuvent pas quand même eux-mêmes prendre une décision. Si c'est juridique, ils ne pourront pas la prendre. Donc ces comités sont appuyés dans chaque commune ici par deux juristes formés qui sont en train de les appuyer. Ça, c'est sur le plan communautaire. Ouais. Maintenant, sur le plan de la santé, il a été identifié ici 7 sites à Conakry où des prestataires, 42 prestataires, c'est-à-dire chaque site avait 6 personnes, 42 prestataires ont été formés à la prise en charge médicale des violences basées sur le genre. Et ces 42 sont aujourd'hui opérationnels, sauf par endroit, il y a eu quelques mouvements d'affectation, de retraite, etc. Mais l'équipe est encore là. Et dans chaque structure, ils sont en train aujourd'hui de travailler. C'est avec eux qu'on est en train aujourd'hui de colliger les cas de VBG que je viens d'énoncer tout à l'heure là. Mais il faut dire que c'est au niveau de ces sites, il y a 7. Il faut dire que c'est insuffisant par rapport aux besoins du pays. C'est nettement insuffisant. Donka, par exemple, il y avait 2 de Donka, mais malheureusement Donka est fermé. Donc il nous reste 6 sites. Et les 6 sites, vraiment, c'est nettement insuffisant par rapport à la population de Conakry, tout ce qu'on connaît à Conakry. Donc là, c'est sur ce plan-là. Maintenant, sur le plan juridique, il y a l'appui, comme elle l'annonçait tout à l'heure, le travail avec l'OPROGEM. Vous-même, vous avez évoqué le problème de l'OPROGEM. Et l'OPROGEM qui vraiment appuie beaucoup les cas avec, au niveau de la santé, le médecin légiste qui aussi aide. La médecine légale. La médecine légale. Donc voilà les 3 aspects juridiques, les aspects communautaires et les aspects santé, les dispositifs qui ont été mis en place pour aider les ministères à lutter contre les violences basées sur le genre. Et vous n'avez pas insisté sur un peu le relèvement du niveau économique, par exemple, des femmes, la lutte contre la pauvreté, fondamentalement? Alors, ou bien le projet n'intègre pas cette dimension? Bon, j'ai manqué peut-être ça au début. Le volet intervient pour tout ce qui est santé maternelle, néonatale et infantile, y compris les violences basées sur le genre. Et on a un volet très spécifique, les fistules obstétricales. Et c'est dans ce volet qu'il y a la réinsertion socio-économique. Les fistuleuses qui sont prises en charge, on a aussi 6 sites de prise en charge des fistuleuses. Et c'est eux qui maintenant, puisque notre volet ici c'est VBG, c'est pour ça que je n'ai pas intégré ça dans le volet VBG. Vous n'avez pas voulu tricher, grignoter. Mais ok, c'est comme d'accord, par rapport à la même question, je ne sais pas, vous vous occupez de violences basées sur le genre au niveau du ministère de l'Action sociale. Alors comment est-ce que vous organisez? Quelle est la stratégie aussi que vous avez mis en place pour essayer, n'est-ce pas, de lutter contre ces pratiques-là? Au niveau du ministère de l'Action sociale, nous avons 4 composantes. Bien. Oui, nous avons la composante prévention, la composante prise en charge, la composante violence spécifique et la composante coordination. Maintenant, au niveau de la composante prévention, c'est là où nous avons formé les prestataires de santé, les professionnels de la justice et leurs auxiliaires, et nous avons eu à former les officiers de police judiciaire pour la prise en compte et la prise en charge des victimes de violences. Et les officiers de police judiciaire
ont été vraiment formés parce que réellement, ils n'avaient pas cette formation pour la prise en charge des victimes de VBG. Nous avons également formé l'OPROGEM, l'Office de promotion du genre et des mœurs des enfants. Donc, le ministère a eu à former également tous ces officiers de police judiciaire pour les amener réellement à prendre en charge les victimes. Est-ce que c'est la même réalité justement qui prévaut au niveau de la lutte contre les MGF? Parce que oui, là, il y a problème. On a eu à mettre en place un plan stratégique. Un plan stratégique quinquennal assorti de feuilles de route pour 3 ans. Et donc, il y a une première feuille de route qu'on a déroulée. Nous sommes cette année sur la deuxième feuille de route. Et cette feuille de route, par exemple, est basée, disons, la feuille de route, elle est élaborée avec l'ensemble des partenaires, bien sûr, des partenaires sectoriels. Et puis, on identifie les axes sur lesquels on va intervenir. Parce que dans le plan stratégique, il y a 4 axes essentiels. La coordination, parce qu'on a compris que avant, on parlait de mutilation génitale féminine, mais vraiment qui dirigeait quoi et qui orientait quoi, etc., etc. Donc la coordination, un accent là-dessus. Coordination aussi bien au niveau national qu'au niveau décentralisé. Deuxième axe, c'est, disons, le paquet de services qu'on a appelé l'habilitation communautaire. L'offre de services, renforcement des capacités, tout le paquet de services que les ONG développent et également les partenaires sur le terrain, et également les sectoriels aussi. Et le troisième axe, c'est vraiment le partenariat intersectoriel. Et ça, c'est très important. Parce que c'est sur la base de ce partenariat intersectoriel que nous avons eu aujourd'hui, en tout cas, vraiment beaucoup d'avancées avec le secrétariat général des affaires religieuses. Peut-être qu'il n'a pas parlé de fatwa, mais aujourd'hui, on sait en Guinée, il y a une disposition religieuse islamique qu'on appelle fatwa qui a été adoptée. Avec l'UNICEF, nous avons introduit et le processus continue des modules d'enseignement sur les MGF dans les écoles classiques. Justement, en quelques 30 secondes, fondamentalement, quelle est votre stratégie également pour parer au plus pressé? Notre stratégie, depuis 2014, nous avons eu à élaborer un fatwa pour dire que l'excision dans la phase actuelle effectuée en Guinée n'est pas légale. On fait des déclarations également condamnant les mariages précoces, le traite des enfants, les mutilations génitales féminines et les viols. Alors donc, nous avons passé en revue justement la problématique des violences basées sur le genre, sur toutes leurs manifestations. Avec M. Diallo, justement, vous allez essayer maintenant de nous clôturer justement cette problématique fondamentalement en mettant en exergue aujourd'hui quel appel peut-on lancer fondamentalement aux uns et aux autres pour que, n'est-ce pas, les différentes stratégies développées ici et là puissent prospérer sur le terrain pour que, n'est-ce pas, ce fléau n'appartienne plus qu'au passé. Très bien. En 2 minutes maximum. Je vais lancer un appel à l'ensemble des citoyens. Il faut oser dénoncer. Il faut dénoncer les faits. Aussi longtemps qu'on ne dénonce pas, on ne saura pas l'ampleur, encore moins, on ne trouvera pas une solution au problème. Donc la première chose que moi je vais demander à tout le monde, c'est de dénoncer les cas de violence. Il faut les dénoncer. La deuxième chose, c'est par rapport au traitement des dossiers qui surviennent. Le traitement des dossiers, nous sommes ici, vous avez vu même entre nous qui parlons ici, le traitement des dossiers doit être vraiment pris de façon, je vais dire, correcte. C'est-à-dire que les personnes qui ont aujourd'hui l'avantage d'avoir les dossiers en main doivent vraiment les avoir, doivent les pratiquer de façon vraiment cohérente.
Merci. Donc, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission Justice et démocratie qui a porté sur un sujet particulièrement intéressant. Il s'agit fondamentalement de violences basées sur le genre. Comme vous l'avez constaté, il y a justement que ce fléau est pratiqué dans notre pays, la République de Guinée. On a parlé de viol, on a parlé de harcèlement, on a parlé de coups et blessures, mais aussi d'abandon de famille. Toutes sortes justement de violences basées sur le genre qui portent atteinte à nos mœurs, mais aussi à l'état de droit dans notre pays, la République de Guinée, pour essayer justement de cerner cette question d'importance capitale ici même au plateau de la télévision nationale. J'ai cru devoir recevoir ici même donc à ma gauche M. Malal Diallo. Il est conseiller technique du projet HSD JH Piego. Il est justement à ma gauche et avec lui dans cette émission M. Abakar Sidikinabe, n'est-ce pas, est point focal du ministère des Affaires religieuses justement par rapport à la lutte contre ces violences, et Madame Sissé Moussé Bangoura, elle est justement chargée de questions de violence basées sur le genre, particulièrement dans sa partie droit reproductif au niveau du ministère de l'Action sociale. Et Monsieur Souleymane Kamara s'occupe fondamentalement des MGF au niveau du ministère de l'Action sociale. Il est point focal. Avec ces 4 invités, amis téléspectateurs, on a posé cette problématique et je pense que vous avez été bien servis. Eh bien, l'émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.